Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre et les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch présente Agriculture durable. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Agriculture durable, l'émission qui s'occupe des enjeux de l'agriculture de notre époque, qu'ils soient environnementaux ou sociétaux. Et aujourd'hui, nous allons parler de carbone et nous poser cette question: est-il possible de parvenir à un bilan positif lorsque l'on parle d'agriculture? Un sujet qu'a pris Prométer à bras le corps en lançant un projet sur le thème au sein d'exploitations agricoles vaudoises. Nous allons en parler d'ici quelques instants sur le plateau. Notre rubrique de la fourchette à la fourche, on remonte le chemin du raisin. Aujourd'hui, ça sera notre star du jour. Et puis, nous allons continuer à démêler le faux du vrai ou le vrai du faux. C'est selon avec la rubrique fact-checking. Avant de terminer avec notre rendez-vous du mois et aujourd'hui, un invité en plateau. Alors justement, nos invités, allons les rencontrer. Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau d'agriculture durable. On est très heureux de vous accueillir. Alors je commence par vous, Aude Jarabo, vous êtes ingénieur agronome, docteur en agroécologie. Vous avez travaillé pour l'INRA et le ministère de l'Agriculture en France et puis aussi pour Agroscope en Suisse avant de devenir responsable du projet Climat pour Prométer. Merci d'être avec nous, Aude, bonjour. Bonjour. À vos côtés aujourd'hui, Luc Thomas, directeur de Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre. Vous êtes ingénieur agronome et diplômé de l'EPFZ. Bonjour Luc. Bonjour Mélanie. Et puis finalement notre dernier invité du jour, Benoît Stadelmann, qui est responsable suisse romande pour le WWF. Vous êtes docteur en biologie, collaborateur scientifique pour le musée d'histoire naturelle de Genève et l'Office fédéral de l'environnement. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on va commencer droit dans le sujet. On jette un pavé dans la main, si je puis dire, quand on parle d'empreinte carbone. Évidemment, les premières images qui nous viennent à la tête, eh bien, c'est ce que nous, les humains, nous produisons et ce n'est pas une empreinte très positive en général. Nos activités créent des émissions de CO2, un CO2 qui, dans l'atmosphère, ces dernières années, a évolué à une vitesse jamais observée au cours de cette dernière décennie. Donc, je vous pose cette question. Arriver à un bilan carbone positif, lorsqu'on parle d'agriculture, bien évidemment, est-ce que c'est illusoire? Qui veut se lancer? Volontiers. Allez-y. Je crois que effectivement, globalement, avoir l'ambition pour l'agriculture d'avoir un bilan positif, c'est pas à l'ordre du jour. Je crois qu'il faut le dire clairement. Au fond, si on a lancé notre projet de calcul d'empreinte carbone, c'est pour précisément identifier plus clairement où se situe l'agriculture par rapport à cette problématique. Alors, pour corroborer ce que vous dites, c'est un projet qui a été lancé avec le canton de Vaud, avec la Haute École du Paysage de Genève, en respectant les standards du GIEC, donc, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, avec une neutralité carbone qui devrait être atteinte en 2050, selon les projections, en tout cas les recommandations. Aude, une réaction par rapport à ça, qu'est-ce que vous en pensez? Que d'abord, on ne souhaitait pas rentrer dans des débats sur comment comptabiliser. C'est pour ça qu'on part directement de ces recommandations scientifiques, sur comment est-ce qu'on comptabilise le méthane ou ces gaz à effet de serre. Et ensuite, de pouvoir atteindre la neutralité carbone, ben c'est quelque chose qu'on doit faire tous ensemble, parce que l'agriculture, elle a une part, mais bien évidemment, elle est loin d'être majoritaire, donc c'est à tout le monde de faire des efforts. Et on peut compenser une partie de ces émissions, notamment en agriculture, ce qui est une particularité du secteur. Luc, très rapidement, une réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre? Écoutez, oui, moi je pense que le potentiel pour l'agriculture est conséquent et qu'effectivement il peut y avoir un certain nombre de pratiques qui peuvent se développer et vraiment c'est une très très bonne démarche que Prométer met en place maintenant pour avancer, trouver des solutions et essayer de séquestrer le plus de carbone possible par ce moyen, dans ce secteur-là. Alors justement, on va voir comment ça se passe parce qu'il y a des possibilités qui existent et c'est justement vous, Aude, qui allez nous expliquer tout ça dans le sujet que nous allons voir d'ici quelques instants. Il est possible de stocker du carbone lorsque l'on est agriculteur, mais comment est-ce que ça marche? Qu'est-ce que c'est qu'un puits de carbone? Regardez.
On peut stocker du carbone dans les sols agricoles grâce à la photosynthèse et aux pratiques de l'agriculteur, puisqu'on a des plantes qui, quand elles poussent, vont réussir à capter le carbone du CO2 qui est dans l'atmosphère, ce fameux gaz à effet de serre dont on parle. Elles vont intégrer ce carbone dans leur squelette quand elles grossissent, quand elles grandissent. Et quand cette plante elle meurt sur la parcelle, eh bien, on a les micro-organismes du sol, la faune du sol qui vont découper ces résidus et les intégrer dans le sol. Et on va former et alimenter ce stock de matière organique. Et suivant la parcelle dans laquelle on se trouve, on a plus ou moins d'argile dans le sol. Et cette argile va protéger cette matière organique et le stocker, l'immobiliser là. Et puis, on va avoir une dernière étape qui est quand d'autres plantes vont pousser, cette matière, ce stock de matière organique qui peut être dégradé par les micro-organismes. Il y en a une partie qui repart pour alimenter des plantes et qui repart sous forme de CO2. Et le stockage de carbone, le puits de carbone, c'est quand on a moins de carbone qui ressort que de carbone qui rentre. On a un bilan net qui est positif. Du coup, les agriculteurs ils peuvent jouer sur ces différentes étapes pour augmenter la quantité stockée sur leur parcelle, soit par exemple sur les matières végétales qui sont apportées, ou les quantités de matière organique, ou encore en réduisant la minéralisation avec du travail du sol qui est réduit. Pour mesurer cette quantité de carbone qu'on peut stocker dans une parcelle agricole, on doit commencer par évaluer le stock qui est déjà en place. Donc on fait ça avec des couches, ça permet d'avoir un prélèvement assez léger pour évaluer cette matière organique, la quantifier. Et puis on doit mesurer aussi l'espace disponible pour en stocker encore. Et ça on le fait avec des mini-profils. Ça permet d'évaluer par exemple la quantité de cailloux qui occupent déjà le volume de sol. Et on fait aussi des mesures d'argile pour savoir quelle est la quantité d'argile qui permet de piéger cette matière organique dans la parcelle, parce que ça dépend des sols. Ce stockage de carbone, l'agriculteur, il le fait effectivement pour lutter contre le changement climatique, mais il peut aussi le faire parce que ça lui permet d'accumuler ce capital de matière organique pour avoir moins besoin d'engrais chimiques ou encore d'avoir une meilleure éponge dans ses sols pour résister par exemple aux épisodes de sécheresse. Voilà, donc on voit très bien dans ce reportage qu'il est tout à fait possible de stocker du carbone, en tout cas dans l'agriculture. Une des rares activités humaines à pouvoir le faire, c'est important de le préciser. J'aimerais juste revenir rapidement en arrière, Luc. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer, de vous positionner sur ce créneau en mettant sur pied ce projet avec Prométer ? Bon, ce projet traduit tout d'abord la sensibilité que le monde agricole a par rapport à cette problématique du réchauffement climatique. Elle travaille avec la nature, elle est très directement impactée par ce qui est en train de se produire. Donc on a tout intérêt dans l'agriculture à trouver des voies et moyens, d'une part pour réduire nos propres émissions et puis également pour essayer de nous adapter à cette évolution du climat. Et au fond, ce projet visait à pouvoir, bien entendu, quantifier ce qu'on émet, mais aussi identifier quelle part de solution l'agriculture peut apporter un séquestre du carbone dans le sol, et puis au fond faire la balance de tout ça pour avoir une vision réaliste de ce que l'agriculture occasionne comme évolution climatique. Donc c'était au fond pour pouvoir quantifier ces phénomènes et pouvoir ensuite avoir un dialogue qui soit je dirais, raisonnable sur ces questions. Parfois, l'agriculture est montrée du doigt alors qu'on s'aperçoit à la lumière de ce qui a été réalisé que ça n'est pas toujours J'allais fondé. Enchaîner là-dessus. C'est vrai que souvent l'agriculture est montrée du doigt. Alors en termes de chiffres, il faut savoir que c'est environ 5,7% d'émissions de CO2 pour les exploitations en Suisse, ce qui est un chiffre relativement bas par rapport aux autres émissions de l'industrie, du chauffage, etc. Il y a quand même certains clichés qui volent en éclats, non, Benoît, quand on voit ce reportage où on voit que finalement l'agriculture peut faire partie de la solution. Bien sûr, l'agriculture, moi j'aime bien dire que l'agriculture n'est pas le problème, mais elle est la solution. Elle peut apporter un certain nombre de bonnes pratiques et de solutions qui nous permettent à nous, société, de diminuer notre empreinte carbone, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un des seuls secteurs où on peut activement capter du carbone dans le sol.
Donc oui, le cliché, je pense, ne saute pas. C'est simplement qu'il faut remettre, il faut simplement voir que l'agriculture a un certain rôle à jouer. Un rôle à jouer et il faut vraiment axer le regard là-dessus. Très positif, exactement. Finalement, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Exactement. Alors justement, une autre question, mais non, peut-être je reviens vers vous, Luc, mais comment ça se fait que l'agriculture n'a pas réussi à mettre cet aspect plus en avant? Parce que finalement, ce n'est pas nécessairement quelque chose dont on est très conscient en tant que grand public. L'importance de l'agriculture dans ce phénomène du réchauffement, c'est relativement récent que c'est thématisé. Ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant relativement bien, c'est la partie émissions. En revanche, toute cette partie touchant au rôle que le sol peut jouer dans la séquestration du carbone était mal connue et surtout extrêmement difficile à quantifier. C'est vrai. Et au fond, notre approche pour éviter le greenwashing, arriver avec des affirmations qu'on ne peut pas démontrer, ça on voulait absolument éviter. C'est la raison pour laquelle on s'est donné les moyens d'avoir une approche qui est, je crois, incontestable sur le plan scientifique et qui nous donne aujourd'hui la possibilité de nous exprimer sur, au fond, cette réalité qu'on ignorait jusqu'à maintenant. C'est, au fond, la raison pour laquelle, jusqu'à maintenant, on a assez peu parlé de ces questions. Alors, il y a aussi un point qui est hyper important, et là, je me tourne vers vous, Aude. C'est vrai que pour améliorer les résultats, les agriculteurs, ils ont une marge de manœuvre. Néanmoins, les leviers dépendent un petit peu des exploitations. Tout le monde ne peut pas faire la même chose qu'on fasse de l'élevage de vaches laitières ou du raisin, et puis ça dépend un petit peu des sols aussi. Tout à fait. Finalement, il y a le volet investissement. Donc, est-ce que tout le monde peut se lancer? Est-ce que tout le monde est prêt à se lancer? Alors, tout le monde peut se lancer et faire une partie. C'est ce qu'on a essayé de faire justement dans ce projet, d'essayer de quantifier quels sont les leviers pour un agriculteur. Donc effectivement, on ne peut pas stocker la même quantité de matière organique suivant le sol qu'on a. On ne peut pas non plus réduire de la même manière ses émissions, suivant si on utilise déjà peu de machines, par exemple. Mais par contre, un éleveur peut jouer sur quels sont les aliments qu'il donne à son bétail. Est-ce qu'il importe, par exemple, des concentrés? Il peut réduire ça. Mais pour l'agriculteur, il y a toute une approche quand même économique de son exploitation pour voir, voilà, tel levier, derrière, ça représente telle baisse de charge ou alors telle perte de revenus, et puis de voir ce qui peut l'intéresser. Pour moi, ce qui est intéressant là-dedans, c'est justement ce choix individuel qu'on peut accompagner. Il n'y a pas de solution toute faite pour l'agriculture. Il y a par contre des trajectoires qu'on peut envisager sur des exploitations bien spécifiques. Alors, ce que je vous propose, mieux que des mots, je vous propose des exemples concrets de stockage de carbone avec deux agriculteurs qu'on a été justement rencontrés. Il s'agit de Sarah Chalande à Yvenan et de Jackie Bussy à Pampigny. Regardez. Nous sommes à Yvenan. J'ai repris la ferme de mon papa en 2016. Ici, on produit des grandes cultures, donc du blé, des patates, des betteraves. On a pas mal d'herbage. On fait du maïs aussi, du soja. Et puis, en élevage, j'ai une quarantaine de genisses en pension, ainsi que des poules pondeuses. J'ai aussi de la vente directe et je fais de l'école à la ferme. Nous sommes à Pampigny, un domaine de 27 hectares, en grande culture. Depuis 2014, j'ai fait partie du programme Solvo, la diminution d'herbicides et le non-labour, projet vaudois soutenu par la Confédération. En 2014, j'ai commencé dans Progrès Sol, qui mettait en avant les analyses de sol, ainsi que les profils, les tests à la beige, tests au frontal, et d'autres thématiques. En 2021, c'est naturellement que je suis arrivé dans ce projet pilote carbone qui analyse la matière organique des sols. Mes sols sont pourvus de 4% de matière organique, ce qui est bon. Et en plus, il y a 80% de matière organique liée, humus stable, et 20% de matière organique fraîche qui permettent la nourriture des plantes. Le rapport matière organique sur argile est aussi très bon, ce qui donne une bonne fertilité au sol et permet une séquestration du carbone. Pour moi, être agricultrice, c'est d'abord produire à manger.
Et on doit le faire en préservant le climat afin de donner à nos enfants des terres qui soient encore productibles et fertiles. Aujourd'hui, dans cette ferme, on n'est plus de carbone en faisant ce qu'on a toujours fait. On a une grande diversité dans les cultures avec 20% d'herbage. On arrive à nourrir nos animaux, les bovins, avec uniquement les fourrages de l'exploitation. Et puis, on utilise les engrais de ferme avec des reprises de digestat et de lisier pour fertiliser les cultures. Et après les moissons, on sème systématiquement un engrais vert qui va couvrir les sols tout l'hiver et amener de la matière organique et de l'azote pour la culture suivante au printemps. Je suis en semi-direct depuis 25 ans, donc sans labour ni travail de sol. Je travaille avec des engrais de ferme, compost, fumier, engrais verts qu'on sème directement après moisson. Et le but, c'est que le sol ne soit jamais nu. Je précise que je ne fais pas de l'agriculture pour piéger du carbone, mais pour nourrir la population et les animaux avec des produits de qualité. Et je le fais dans le respect de la terre et surtout de celui qui l'a créée. Voilà, capturer des carbones, mais avant tout et surtout le respect de la terre. Je crois que c'est ce qui est bien ressorti des mots de ces agriculteurs. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Benoît? Oui, je crois que ce qui est très important, ce que dit très bien Madame Chaland, c'est que c'est un équilibre. Hein. Donc il n'y a pas seulement le carbone, mais il y a la diversité et elle prend soin de sa terre, de la biodiversité, de la résilience, hein, de son exploitation face au changement climatique. Ça veut dire ça, la régénération du sol et donc, à affiner la sécurité alimentaire. Et donc c'est vraiment une idée complète, une gestion holistique de son exploitation qui fait qu'elle arrive à agir sur tous ces pans. En fait. Alors, il y a un chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, 5,7% au niveau vaudois, c'est la part du carbone qui est produite par l'agriculture vaudoise, 15% au niveau mondial. Là, on a quand même une assez grande différence. Qu'est-ce qui explique cette différence ? Alors, il y a potentiellement deux explications. La première, c'est évidemment les émissions de l'agriculture elle-même. Même si on n'a pas des statistiques qui parlent pour l'ensemble de l'agriculture vaudoise, on voit avec le projet pilote qu'on a mené que nous sommes, en tout cas dans le canton de Vaud, avec ces exploitations plutôt en dessous de la moyenne européenne et mondiale. Ça, c'est un premier facteur d'explication. Et puis le deuxième facteur d'explication, c'est au fond le poids que représente l'agriculture dans l'économie en général. En Suisse, ce poids est plus faible que dans d'autres pays et ça peut expliquer cette différence statistique. Alors, on le sait, le VVF a décidé de soutenir une partie du projet carbone. Comment ? Pourquoi ? Alors pourquoi? C'est très simple. On a le même substrat de travail qui est la nature, avec les mêmes défis, la biodiversité, la lutte contre les changements climatiques et puis la sécurité alimentaire. Et donc comment nous, on désire en fait soutenir tout projet qui arrive à démontrer que ces démarches pour diminuer les émissions et augmenter la capture de CO2 dans le sol, de carbone dans le sol, accompagné d'améliorations pour la biodiversité et la régénération du sol, est l'issue en fait qu'on doit amener ensemble. Il n'y a aucune raison qu'ONG environnementale et agriculture on soit opposés. On doit travailler les mains dans la main. Ça a souvent été le cas dans les médias. Oui, bien sûr, mais je pense vraiment on a les mêmes objectifs, on a le même matériel de travail et on doit aujourd'hui vraiment, je pense, travailler les mains dans la main. Travailler main dans la main. Plutôt que s'opposer. Alors, il y aura évidemment certains sujets où il y aura des divergences, mais où on doit se retrouver, il faut se retrouver. C'est l'issue en fait face au changement climatique. On n'a pas vraiment le choix aujourd'hui. Il faut vraiment y aller ensemble. Et il y aura aussi financièrement des enjeux financiers. Bien sûr, on désire soutenir vraiment toute démarche qui permet d'aller dans ce sens, diminution, augmentation du captage, tout ce qui est biodiversité et reste, toute mesure de transition en fait qui permet d'aller vers ce genre d'exploitation. Aude, est-ce qu'il y a aussi un rôle d'accompagnement que vous pouvez jouer, vous, en tant que scientifique, justement, pour aider peut-être à réconcilier, si je puis dire, ces deux acteurs qui ont souvent été opposés dans les
médias? En tout cas, d'un point de vue purement personnel, je suis agronome, donc je comprends bien l'agriculture et j'ai aussi fait de l'écologie, donc je comprends aussi leur point de vue. L'idée, c'est surtout de se dire, ces changements, ce qu'on a à faire dans les fermes, en fait, on n'a pas la solution miracle, on ne l'a pas aujourd'hui, elle est complexe et on va essayer de trouver comment... qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble, etc. Et l'idée, c'est de co-construire, d'identifier des objectifs communs et de voir ce qui est plus faisable dans les exploitations aussi d'un point de vue économique et technique, parce qu'il y a des techniques qui demandent beaucoup de compétences au niveau des agriculteurs. Alors justement, puisqu'on parle technique, eh bien, je vous propose tout de suite d'aller retrouver notre rubrique de la fourchette à la fourche. Nous, en fait, on va remonter le chemin. Bien sûr, cet aliment, vous avez quelquefois dans une assiette ou un verre, vous l'avez. Mais comment est-ce que ça se passe pour qu'il arrive jusqu'à vous? Eh bien, nous avons été suivre le travail d'un vigneron en caveur sur la côte. Nous parlons bien évidemment de raisin. À Féchy, sur cette exploitation de 7,5 hectares, nous produisons 65 tonnes de raisin une bonne année et nous vendons du raisin ou du vin en bouteille. Donc la vigne, c'est une plante qui a un cycle annuel. Les bourgeons, après Pâques, éclosent, des rameaux montent, des feuilles se développent. Et puis tout ce cycle végétatif, on va s'en occuper pendant toute l'année jusqu'à la vendange et après. Parce que c'est toute cette partie-là qu'on va tailler pour revenir à l'installation permanente de la plante, qui est le tronc de la vigne qu'on voit bien en hiver. Mais avec la taille, c'est pas fini. Quelques semaines de répit, et généralement après Pâques, quand la vigne commence vraiment à se développer, très rapidement, il faut des grandes équipes pour ébourgeonner très rapidement, un peu partout en même temps. Après, la même équipe, normalement, fait l'effeuillage. Donc, on bichonne notre vigne pendant tout le printemps et tout l'été. Et on arrive comme ça à la récolte, qui est quand même ce qu'on cherche, nous les vignerons, parce que c'est notre salaire annuel, on n'en a qu'un. Et puis, après, on passe en cave. Quand on travaille la vigne, on ne travaille pas que la plante, mais aussi le sol, ou justement le moins possible. Chez nous, ici sur la côte, maintenant, toutes les vignes sont enherbées depuis 50 ou 60 ans. Et c'est très important parce que ça nous a permis de lutter contre l'érosion. Autrefois, on trouvait 1 mètre de boue et de terre qu'il fallait enlever avec une lame pour pouvoir récolter. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et ça nous permet de passer avec le tracteur. C'est très important à la mécanisation, même si aujourd'hui on doit lutter contre le tracteur parce que le facteur du carburant ça émet des gaz à effet de serre et dans notre domaine, c'est un des points où on peut encore s'améliorer. L'enherbement capte aussi, séquestre, comme on dit, ces gaz à effet de serre, notamment le CO2. L'autre façon dont on le capte ici, c'est avec les bois de taille. Donc, tous ces sarments, tout ce qu'on coupe, on le laisse dans la vigne et on le broie et c'est restitué. La troisième manière qu'on a de séquestrer le CO2 ici, c'est qu'on utilise le marc. Donc, c'est le produit du pressoir, ce qui sort du pressoir, les pellicules, les rafles et les pépins. C'est composté. Et ce compost, on le ramène à la vigne. Et c'est comme ça qu'on entretient notre sol, on nourrit notre sol avec ce compost humifié. L'autre élément qu'on utilise pour nourrir la vigne, c'est du caca de poule qui a été déshydraté et qui apporte environ 10 unités d'azote.
Donc on appelle ça une fumure à 10%. Donc sur ce domaine, nous séquestrons 84% des émissions de CO2. C'est déjà un bon chiffre, mais on peut faire mieux, notamment avec les machines. Donc c'est le tracteur et les combustibles qui nous donnent les 16% qui manquent. Puis peut-être qu'un jour, on aura un tracteur avec des batteries. On n'y est pas encore. Ce qui est très réjouissant, c'est de pouvoir contribuer à la préservation du climat tout en produisant toujours l'objectif numéro un raisin de qualité. En termes de chiffres, 84% de séquestration des émissions de CO2 sur cette exploitation, tout en produisant un raisin de qualité. Donc c'est ce qu'on peut appeler de bons résultats. Juste une petite précision, Aude, séquestration, stockage, en termes de carbone, c'est quoi la différence? On est dans le vocabulaire académique. Si on stocke, c'est immobiliser du carbone, faire une réserve quelque part. Si j'enterre des bouteilles en plastique, je stocke du carbone. Séquestrer, c'est le changer de compartiment, prendre ce carbone qui est dans l'atmosphère et le mettre dans le sol. Ce qu'on arrive à faire avec la photosynthèse. On ne fait pas seulement du déplacement. D'accord. Donc c'est tout aussi intéressant, c'est mieux? C'est beaucoup mieux. C'est mieux. L'idée, c'est de réduire ces gaz à effet de serre, notamment ce dioxyde de carbone qui reste très très longtemps dans l'atmosphère et qui s'accumule. Si on arrive à en retirer de l'atmosphère, là, on va réussir à baisser les émissions. Alors ici, on a pris le cas du raisin, mais évidemment, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, il y a d'autres exploitations de viande, les exploitations laitières, céréales. Est-ce qu'on a des résultats qui sont, en termes de chiffres, je ne sais pas, mais qui ont des résultats aussi intéressants? Oui. Luc Alors, on a vu un exemple d'exploitation qui comporte la production animale avec de très bons résultats. C'était l'exploitation de Mme Chalande. Ce qu'il faut quand même souligner pour donner une image réaliste des choses, c'est que la Suisse, c'est quand même un pays herbagé. Il y a de nombreuses exploitations qui n'ont que des herbages et que de la production animale. Et sur ces exploitations-là, il sera extrêmement difficile d'avoir des résultats aussi bons que ce qui a été présenté là, tout simplement parce qu'au fond, on a déjà exploité pleinement la possibilité du sol de séquestrer du carbone. Ouais. Mais ce qu'il faut aussi souligner, c'est que ces exploitations, qui des fois sont un peu pointées du doigt, produisent des engrais de ferme qui permettent indirectement d'améliorer le bilan carbone d'autres entreprises parce que ça évite d'acheter des engrais de synthèse. Benoît, j'aimerais vous poser une question. Quand on voit ces très bons résultats ici, avec l'exemple du vin, pour le coup, est-ce que cet état de fait, ça pourrait être un argument de vente pour le consommateur final, de dire, voilà, on produit du carbone positif, si je puis dire. Est-ce que ça peut être utilisé ? Alors, je ne suis pas commercial, j'en sais rien de ce côté-là, mais je pense que ça peut être un argument, en tout cas pour convaincre le consommateur, c'est-à-dire nous tous, de faire attention à ce que l'on consomme, à ce qu'on achète, et de s'intéresser à la provenance et de regarder si tel producteur ou telle productrice est dans un schéma d'amélioration, enfin dans un schéma où il participe en fait à cette démarche. Donc oui, moi je pense que les gens sont sensibles à ça, effectivement. On sait aujourd'hui qu'on doit tous faire un effort, notamment en diminuant par exemple notre consommation de viande. On sait que c'est un des postes les plus importants en émissions de gaz à effet de serre dans l'agriculture. Donc oui, la population est sensible et je pense que si c'est mis en avant, ça donne aussi une solution aux gens qui disent ok, tiens, si je prends celui-là plutôt que celui-là, en fait, peut-être que c'est un geste que je fais qui est concret. Luc, est-ce qu'on peut mettre ça en avant ? Oui, alors, puisque Benoît aborde la question de la consommation de viande, ce qu'on a quand même pu noter sur la base des résultats de notre projet, c'est qu'en moyenne, les exploitations laitières et de viande dégageaient des résultats en termes d'empreinte carbone bien meilleurs que la moyenne européenne et suisse, ce qui permet aussi, là, de délivrer un message aux consommateurs que si, au fond, ils continuent à consommer de la viande, eh bien, s'ils veulent jouer le jeu du réchauffement, travailler contre le réchauffement climatique, plutôt acheter suisse que... alors ça, c'est clair. C'est une évidence. Ça, c'est une évidence. On est d'accord. Consommons local et de saison. C'est une évidence, mais qui mérite quand même d'être rappelée. C'est clair. Alors,
Alors on va enchaîner justement et on reste plus ou moins dans le même domaine avec notre rubrique fact-checking. Fake news ou faits avérés, comment démêler le vrai du faux lorsque l'on est abreuvé de chiffres et d'informations de toutes parts. Eh bien dans notre rubrique fact-checking, c'est ce que nous essayons de faire. Nous faisons le tri et la question qui fait débat, quelle consommation d'eau pour 1 kg de viande bovine produite? Une seule question pour de nombreux chiffres donnés. Où est la vérité? Réponse en images. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la question suivante. Quelle consommation d'eau pour 1 kg de viande bovine produite? Le chiffre de 15 000 litres d'eau est régulièrement avancé. Mais d'où vient-il et qu'englobe-t-il? En préambule, il convient de bien distinguer les 3 types d'eau qui sont mesurés. Il y a d'abord l'eau verte, soit l'eau de pluie, c'est elle qui arrose, entre autres, les pâturages. Ensuite, il y a l'eau bleue qui provient des nappes phréatiques, des lacs et des cours d'eau. C'est celle qui est donnée à boire aux animaux et que nous utilisons aussi quotidiennement pour la douche, par exemple. Et enfin, il y a l'eau grise, qui est l'eau souillée et rendue impropre à toute consommation. Or, pour produire 1 kg de viande bovine, voici comment sont utilisés ces 3 types d'eau. 2,9% d'eau grise, 3,6% d'eau bleue et 93,5% d'eau verte. Revenons maintenant à nos fameux 15 000 litres d'eau pour 1 kg de viande bovine. Ce chiffre est en fait basé sur une méthode de calcul appelée Water Footprint qui a été élaborée pour évaluer la consommation d'eau sur des sites industriels et non pour des activités reposant sur des cycles biologiques comme l'élevage. Elle n'est donc pas directement applicable au monde agricole et le résultat qui en découle n'est donc pas cohérent. En réalité, la communauté mondiale scientifique semble s'accorder sur une valeur oscillant entre 550 et 750 litres d'eau bleue pour la production d'1 kg de viande de bœuf. À titre de comparaison, on compte environ 60 litres pour une douche, 100 litres pour une lessive et jusqu'à 200 litres pour un bain. Plus parlant encore, on estime que la consommation moyenne d'eau potable est de 297 litres par jour par personne en Suisse. On peut donc en déduire que la production d'1 kg de bœuf représente les besoins en eau potable d'une personne durant 2 jours. Ce n'est pas pour autant que l'agriculture relativise l'importance de l'eau et de tous les enjeux qui s'y rattachent. Elle explore d'ores et déjà plusieurs pistes dans les élevages, notamment dans la recherche de cultures d'affouragement moins gourmandes en eau. Une réaction à ce que vous venez de voir, Benoît? Bon, écoutez, moi je pense que c'est une animation qui est très bien faite. Maintenant, pour les chiffres, ça dépend évidemment de ce qu'on intègre dans toutes les équations. Ils le disent d'ailleurs dans l'animation. Ce qui est important quand même, c'est ce chiffre. Un steak, c'est 2 jours de consommation d'eau d'une personne. C'est un chiffre qui n'est pas négligeable. Maintenant, on le sait aujourd'hui aussi avec les problèmes de sécheresse qui sont récurrents, qui touchent la Suisse de plein fouet. C'est une problématique. Est-ce qu'on doit continuer aussi à amener de l'eau par hélicoptère dans les alpages? Il va falloir une adaptation, il va falloir trouver des solutions. Est-ce que ça passe... Juste pour vous corriger, oui. C'est pas pour un steak, c'est pour 1 kg de viande. Ah oui, 1 kg de viande, ouais. Alors, ou alors vous mangez de très gros steaks. Non, alors non. C'est un gros, voilà, c'est un gros steak. Oui, pardon. Sinon, vous allez vous retrouver dans notre rubrique fact-checking, attention. Ouais, non. Mais encore une fois, on en revient à cette question des chiffres, oui, on balance, etc. Exactement. Moi, je trouve que ce qui m'intéresse, c'est de se dire, chez nous, dans nos typologies d'exploitation, on en est à combien? Et surtout de se dire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour baisser, que ce soit l'eau ou l'empreinte carbone, puis mesurer ces leviers, ce qu'on peut faire, ça vaut combien? Puis c'est ça qui m'intéresse. C'est ça. Finalement... Alors justement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Parce qu'on entendait à la fin du reportage qu'il y a actuellement l'exploration de plusieurs pistes dans les élevages, notamment pour des cultures d'affouragement moins gourmandes en eau. Quelles sont ces pistes? Il y a cette piste d'avoir de l'affouragement. Par exemple, on a des cultures comme le sorgho, le méteil, qui résistent mieux à la sécheresse. La culture de la luzerne, qui permet de faire des réserves de fourrage, de la conserver quand, par exemple, l'herbe ne pousse plus. Et puis, on a aussi la question du stockage d'eau. Il y a un enjeu là-dessus. Avec le changement climatique, on aura moins d'eau au bon moment. On aura donc besoin de la stocker quand elle sera là en trop grande quantité, par exemple, pour après être utilisée, que ce soit pour des cultures ou pour de l'élevage. Luc, rapidement. Dire plus globalement que l'agriculture, évidemment, se soucie de la question de l'eau, avec, comme ma collègue vient de le dire, avec le réchauffement climatique, ce n'est pas tellement les volumes globaux qui vont changer, mais c'est leur répartition dans le courant de l'année, avec de plus longues périodes de sécheresse et de plus longues périodes humides. Donc l'agriculture doit s'adapter à ces nouvelles conditions, et là aussi,
Je crois que au fond, cibler l'agriculture, ces questions de consommation d'eau, ce n'est pas la bonne voie. Il faut plutôt s'attacher à trouver de nouveaux modèles d'exploitation qui permettent de faire face à ces situations. L'agriculture, je crois, très consciente de ça et travaille dans ce sens-là. Et nous arrivons déjà presque au terme de cette émission. Alors place à notre rendez-vous du mois. Et une fois n'est pas coutume, nous accueillons un invité sur ce plateau. Il s'agit de vous, Blaise Hoffmann, fils et petit-fils de paysan, écrivain qui exploite aussi depuis 5 ans un hectare de vignes. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage Faire paysan, dont le projet est né à la période des votations sur les pesticides en 2021. Alors selon vous, il y a aujourd'hui une rupture entre ville et campagne et il faut y remédier. Alors tout d'abord, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Et justement, comment est-ce qu'il faut remédier à cette fracture, si je puis dire, Blaise? Bon, cette fracture, elle est déjà interne. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance de grandir dans une ferme active, donc une sensibilité paysanne. Et puis après, il y a eu les études, les voyages, les métiers qui ont presque fait de moi un citadin. Et comme vous le disiez, en 2021, il y a ce grand n'importe quoi avant cette initiative. On dit n'importe quoi, agressivité, malentendu. Et moi, j'étais pas tant bien, comme disent les paysans vaudois. Et j'ai eu envie, justement, alors là, d'essayer de comprendre ces deux attitudes, de les transcrire dans un livre, et puis de voir qu'en fait, on n'a pas le même langage, mais souvent, il y a des points de liaison. On parle de la même chose, ouais. Alors, et pour répondre à la question qui était comment... Pardon. La question, c'était comment est-ce qu'il faut remédier finalement à cette fracture? C'est une grande question. Hein. Je ne sais pas si vous avez la solution ou la baguette magique, mais quelle est votre vision à vous? Elle est aussi complexe que simple. C'est qu'on va pas changer l'agriculture sans les agriculteurs. On ne va pas non plus la changer sans les consommateurs. Donc ça, c'est déjà dit durant l'émission, se mettre ensemble. Comprendre qu'on tire à la même corde, et puis peut-être du côté citadin, avoir un peu moins ces certitudes hors sol, un peu arrogantes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire venir les citadins à la campagne et vice-versa? Oui, moi je pense que par exemple, faire venir toutes les classes 2 jours par année dans une ferme, déjà, pour que tous les petits citadins ou même puissent comprendre, avoir un premier approche. C'est quelque chose qui se fait déjà. Ça se fait déjà, mais ça ne se fait pas de manière... Pas assez, c'est clair. Blaise. C'est ça, c'est de l'humain, c'est de la rencontre, c'est de mettre un visage, de mettre un corps sur cette agriculture actuelle. Et puis je parlais des citadins, il faut aussi parler des agriculteurs et des agricultrices qui ont cette tendance à être un peu trop susceptibles et d'accepter la critique. Et vous les connaissez bien? Je les connais très bien, ils sont de mon village, les villages alentours, et de comprendre que ces questions sont légitimes, et puis d'apprendre à répondre sans colère, sans silence, de manière normale. Et finalement, puis de la ce que vous dites, c'est communiquer. C'est ça. C'est communiquer, c'est ce qu'on fait en ce moment. Ouais. Exactement. Alors, est-ce que, une dernière question rapidement, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on peut rentrer dans une ère où la collaboration va dominer plus que l'affrontement direct? Oui, non, il y a beaucoup de signes. Moi, je le vois avec ce livre qui est sorti il y a 3 semaines. Il y a beaucoup de réactions de la campagne qui est assez normale, mais en ville aussi. On dit toujours qu'il y a ce lien qui est rompu entre la ville et la campagne. Et en fait, bon, il y a parfois encore de la famille paysanne chez les citadins, mais il y a surtout ce rêve récurrent de retour à la terre. Bah oui, on voit avec tous les petits potagers, etc., que les citadins cultivent. Exactement. Donc il y a cette envie, donc vous avez un regard plutôt positif. Tout à fait. Ok, bon, c'est une bonne chose. Rapidement, encore une réaction sur ce que vous avez entendu? Oui, nous aussi, on doit apprendre à communiquer, expliquer des choses qui nous paraissent évidentes, et ce n'est pas un exercice facile. Blaise? Alors, Benoît veut se lancer. Allez. Oui, moi, je peux juste témoigner qu'effectivement, nous, les quelques projets qu'on fait, c'est quand même pas mal, où on met en relation des bénévoles citadins avec le monde agricole pour aller aider à faire des mesures. Ça marche ultra bien. On a beaucoup de demandes. Dès qu'il y a cette occasion-là, les gens vont. Il y a un réel intérêt et il faut en profiter, il faut le développer. Il faut vraiment tabler là-dessus. Alors on va rester sur cette note éminemment positive. J'aime bien terminer avec quelque chose comme ça plutôt qu'avec du combat, de la violence, de l'affrontement. On va garder l'espoir d'un monde meilleur. Ça fait peut-être un peu basique à dire comme ça, mais en tout cas une réconciliation entre écologistes, agriculteurs, citadins. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui, Aude, Luc, Benoît et Blaise, d'être venus nous présenter ce livre Faire paysan auquel on souhaite plein succès. Quant à vous, merci de nous avoir suivis aujourd'hui pour ce 2e numéro d'Agriculture durable. Et on vous retrouve très bientôt, à savoir le dernier vendredi d'avril, pour notre prochaine édition d'Agriculture durable. À bientôt. Merci. Merci. Merci.
Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre et les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch présente Agriculture durable.